Je m'appelle Hilda, j'ai 60 ans, et ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui changera à jamais la façon dont vous voyez votre propre famille. Il y a seulement 3 jours, mon propre fils Damien et ma belle-fille Mélissa ont poussé mon mari Henri et moi du haut d'une falaise de 90 pieds. Alors que je gisais là, brisée et sanglante, j'ai entendu le chuchotement désespéré de mon mari. Hilda, ne bouge pas, fais la morte. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est quand Henry a révélé la vérité la plus terrible qu'une mère puisse entendre. Un secret que nos enfants avaient gardé pendant 25 ans. Pendant 4 décennies, Henri et moi avons bâti ce que nous pensions être la famille parfaite. Nous nous réveillions chaque matin dans notre petite maison de banlieue où l'odeur du café frais se mêlait au chant des oiseaux. Je travaillais comme institutrice à l'école primaire du quartier et chaque après-midi, je rentrais à la maison avec des histoires sur mes jeunes élèves. Henri avait son atelier de menuiserie où il créait les plus beaux meubles que vous ayez jamais vus. Ses mains, rugueuses mais délicates, pouvaient transformer une simple planche de bois en œuvre d'art. Nous avions 2 fils, Richard, notre aîné, et Damien, plus jeune de 5 ans. Richard était l'âme de la maison, toujours en train de rire, toujours en train d'aider son père à l'atelier, toujours en train de me protéger de tout souci. Damien était différent, plus réservé, mais je l'aimais avec la même intensité. En tant que mère, on ne fait jamais de favoritisme, ou du moins c'est ce que je croyais. Le dimanche après l'église, toute la famille se réunissait autour de notre table en chêne, que Henry avait sculptée de ses propres mains. Richard nous parlait de ses projets d'études d'ingénierie, tandis que Damien restait silencieux, se contentant de picorer dans son assiette. La vie était simple mais belle. Le soir, Henri et moi marchions sur le sentier qui faisait le tour de notre petite ville, parlant de nos rêves, de la façon dont nous regarderions nos petits-enfants grandir, et de la façon dont nous vieillirions ensemble dans cette même maison. Je n'aurais jamais imaginé que ces promenades étaient un entraînement pour celle qui a failli me tuer. Le week-end, j'organisais des réunions de famille où mes sœurs Harriet et Irène venaient avec leurs maris et leurs enfants. La maison se remplissait de rires, les enfants couraient partout, les femmes échangèrent des recettes dans la cuisine tandis que les hommes réparaient quelque chose dans le jardin. Henri était mon partenaire parfait. Après 40 ans de mariage, il me rapportait encore des fleurs sauvages qu'il cueillait en chemin vers le travail. Il m'aidait à corriger les copies de mes élèves et je lui tenais des morceaux de bois pendant qu'il les coupait dans son atelier. Nous formions une équipe, une unité indestructible, du moins le croyais-je. La nuit, nous nous asseyions sur le porche pour regarder les étoiles, planifiant notre avenir. Nous parlions de voyager quand nous serions à la retraite, de voir l'océan pour la première fois, de construire une plus petite maison une fois que nos enfants auraient fondé leur propre famille. Mais le bonheur parfait, comme je le découvrirai des années plus tard, cache souvent les tragédies les plus profondes. Quand Richard a eu 20 ans, quelque chose a changé dans notre famille. Il a commencé à se disputer avec Damien à propos de choses que je ne comprenais pas. Je les entendais chuchoter dans le couloir et ils se taisaient quand j'apparaissais. Henri m'a dit que ce n'était que des histoires de frères et que ça passerait. Je voulais le croire parce que j'avais besoin de croire que ma famille était toujours parfaite. Une nuit d'octobre, il y a exactement 25 ans, Richard n'est pas rentré pour dîner. Nous avons attendu jusqu'à 11 heures, puis 12, puis 1 heure du matin. Damien était dans sa chambre soi-disant en train d'étudier, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux, chaque fois que je demandais des nouvelles de son frère. Henri est sorti le chercher avec nos voisins. Ils ont vérifié chaque recoin de la ville, chaque sentier, chaque endroit où Richard avait l'habitude d'aller. À l'aube, ils ont trouvé son corps au fond du ravin de la rivière. La police a dit que c'était un accident, qu'il avait probablement trébuché dans l'obscurité. Je n'ai jamais remis en question cette version parce que je ne pouvais pas imaginer que la vérité était bien plus horrible. Les funérailles de Richard ont été le jour le plus sombre de ma vie. Je portais ma seule robe noire, la même que j'avais portée aux funérailles de ma mère. Damien était étrangement calme pour quelqu'un qui venait de perdre son frère aîné.
Pendant que je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes, il restait silencieux avec une expression qui maintenant, après ce que je sais, me donne des frissons dans le dos. Henri ne m'a pas quitté de la journée, me soutenant quand mes jambes cédaient, me murmurant des paroles de réconfort dont je sais désormais qu'elles avaient un goût amer dans sa bouche. Après la mort de Richard, Damien a complètement changé. Il est devenu plus attentionné, plus aimant, comme s'il cherchait à se racheter. Il m'aidait pour les tâches ménagères, accompagnait son père à l'atelier et m'apportait des choses quand il me voyait triste. Je pensais que c'était sa façon de gérer le chagrin, de combler le vide que Richard avait laissé. Quelle naïveté! Ce qu'il faisait réellement, c'était construire un masque parfait pour cacher le monstre à l'intérieur. Les années ont passé et la blessure n'a jamais complètement guéri, mais nous avons appris à vivre avec. Damien a épousé Mélissa, une gentille fille de la ville voisine, et il semblait heureux. Ils ont eu 2 beaux enfants, et j'ai enfin eu l'impression que la vie nous offrait une seconde chance de bonheur. Mélissa m'appelait maman et m'aidait dans les tâches ménagères quand il venait. Damien avait hérité du talent de son père pour la menuiserie et avait sa propre entreprise. Tout semblait à nouveau parfait. Mais maintenant, allongé au fond de ce ravin avec les côtes brisées et le goût métallique du sang dans la bouche, je comprends que tout ce bonheur était un mensonge soigneusement construit. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé il y a 6 mois, quand Henry et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Nous avions économisé toute notre vie. Et entre la maison, le terrain que j'avais hérité de mes parents et nos économies bancaires, nous avions près de 200 000 dollars à laisser à nos enfants et petits-enfants. C'est Damien qui a suggéré que nous allions voir l'avocat. Maman, papa, vous avez tous les deux 60 ans maintenant. Il est important d'avoir tout en ordre, nous a-t-il dit avec ce sourire qui me paraît maintenant sinistre. Mélissa hochait la tête à côté de lui, me caressant la main avec ses doigts qui plus tard me pousseraient vers la mort. Nous vous aimons tellement et nous voulons nous assurer que vous êtes protégés, a-t-elle ajouté de sa voix douce. Quelle folie d'avoir interprété ces mots comme un amour sincère. L'avocat, un homme âgé nommé Albert, que nous connaissions depuis des années, a expliqué les options. Nous pouvions tout mettre dans une fiducie, répartir l'héritage entre les enfants de Damien, ou simplement faire un testament traditionnel. Damien a insisté pour nous nommer, lui et Mélissa, comme seuls héritiers, arguant qu'il se chargerait ensuite d'une distribution équitable aux petits-enfants. De toute façon, a-t-il dit, vous allez avoir besoin de nous quand vous serez plus âgés. Il vaut mieux que nous ayons accès aux ressources pour nous occuper de vous correctement. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise, mais Henry semblait convaincu. Mon mari, qui a toujours été plus confiant que moi, a accepté la proposition sans trop résister. J'avais des doutes, surtout parce que je me souvenais de la façon dont Richard parlait toujours de nous aider financièrement quand nous serions plus âgés. Mon fils aîné avait des projets, des rêves de s'occuper de nous le moment venu, mais Richard était parti, et Damien était notre seul enfant survivant. Nous avons signé les papiers un mardi après-midi. Je me souviens que Mélissa portait une jolie robe verte et m'a serré très fort dans ses bras après la signature. Maintenant, nous sommes officiellement une famille unie pour toujours, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Ces mots m'ont donné un frisson à ce moment-là, sans que je sache pourquoi. Damien a serré la main de son père avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce soir-là, pendant que je préparais le dîner, je n'arrivais pas à chasser l'impression d'avoir commis une terrible erreur. Les semaines suivantes ont été étranges. Damien et Mélissa ont commencé à venir nous voir plus souvent, mais leur visite avait une autre couleur. Ils ne venaient plus seulement pour passer du temps en famille. Ils avaient toujours des suggestions sur la façon dont nous devrions améliorer la maison, sur les investissements que nous devrions faire ou sur les assurances-vie que nous devrions souscrire. Maman, tu devrais penser à vendre cette grande maison et à déménager dans quelque chose de plus petit, a dit Mélissa en examinant nos meubles avec des yeux calculateurs. Nous pourrions t'aider à trouver un appartement confortable en ville. Mais j'aimais notre maison. Chaque coin portait un souvenir. Chaque pièce racontait l'histoire de nos 40 ans de mariage. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille. L'atelier où Henri créait ses chefs-d'œuvre.
le jardin où nos enfants et petits-enfants avaient joué. Je n'arrivais pas à imaginer ma vie ailleurs. Quand je le leur ai dit, j'ai vu une lueur d'irritation dans les yeux de Damien qui m'a glacée jusqu'aux os. Maman, tu es irrationnelle, a-t-il dit d'un ton qu'il n'avait jamais utilisé avec moi auparavant. Cette maison est trop grande pour 2 personnes de votre âge. Si tu tombes dans les escaliers ou s'il arrive quelque chose, nous ne pourrons pas t'aider à temps. Mélissa a hoché vigoureusement la tête en ajoutant: Et puis, l'entretien doit coûter une fortune. Il serait beaucoup plus intelligent de vendre maintenant, pendant que le marché immobilier est haut, et de passer à quelque chose de plus adapté à votre âge. Henri a commencé à considérer leurs arguments. Mon mari, qui avait toujours été pragmatique, a commencé à parler de la logique derrière leurs suggestions. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'il y avait autre chose derrière toute cette pression. Un soir, après une autre de ces conversations tendues, j'ai demandé à Henry s'il ne trouvait pas étrange que Damien soit soudainement si intéressé par nos affaires financières. Hilda, il se soucie de nous, a-t-il répondu en se brossant les dents. Peut-être devrions-nous considérer ses suggestions. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. Mais j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon mari, une ombre de doute qu'il ne voulait pas reconnaître. Maintenant, je sais que Henri avait déjà ses soupçons, qu'il avait commencé à relier des points que je ne savais même pas exister. Les choses se sont aggravées quand Damien a suggéré que nous lui donnions procuration sur nos finances. C'est juste par précaution, a-t-il expliqué tandis que Mélissa préparait du thé dans notre cuisine comme si elle était chez elle. Si l'un de vous tombe malade ou a un problème de santé, nous pourrons gérer vos affaires sans complications juridiques. La façon dont il le disait si naturellement, si logiquement, a presque réussi à me convaincre. Mais il y avait quelque chose dans son insistance qui me rendait nerveuse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, à écouter la respiration de Henri à côté de moi, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si mal à l'aise. Le lendemain, j'ai décidé d'appeler ma sœur Harriet pour lui demander conseil. Harriet a toujours été plus vive que moi, plus méfiante envers les intentions des autres. Quand je lui ai parlé de la pression de Damien, elle est restée silencieuse un long moment. Hilda, a-t-elle finalement dit, tu ne trouves pas étrange que Damien soit si impatient de contrôler votre argent? Je veux dire, il a sa propre entreprise. Il s'en sort bien financièrement. Pourquoi aurait-il besoin d'autant de contrôle sur vos finances? Ces mots m'ont frappée comme une gifle. Elle avait raison. Damien n'avait jamais semblé avoir de problème d'argent, n'avait jamais emprunté, n'avait jamais montré de signe qu'il avait besoin de notre aide financière. Cet après-midi-là, quand Damien est venu pour une nouvelle discussion sur notre avenir, j'ai décidé de l'affronter directement. Mon fils, ai-je dit alors que nous étions assis dans le salon, pourquoi est-ce si important pour toi d'avoir le contrôle de nos affaires financières? Ton père et moi sommes encore en pleine possession de nos moyens. Sa réaction a été immédiate et révélatrice. Son visage s'est durci et pendant un instant j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a rappelé quelqu'un d'autre, quelque chose de froid, de calculateur et de dangereux. Maman, ce n'est pas une question de contrôle, a-t-il répondu d'une voix tendue. C'est une question d'amour, de soin et de responsabilité familiale. Mais la façon dont il a dit responsabilité familiale sonnait plus comme une menace que comme une preuve d'affection. Mélissa, qui était restée silencieuse jusque-là, est intervenue de sa voix douce mais ferme. Hilda, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est douloureux de vous voir vous inquiéter de choses que nous pourrions facilement gérer. Cette nuit-là, après leur départ, Henri et moi avons eu notre première véritable dispute depuis des années. Il pensait que j'étais paranoïaque, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. J'insistais sur le fait que quelque chose n'allait pas, que le comportement de notre fils avait trop changé. Henri, ai-je dit en lavant la vaisselle, tu te souviens de ce qu'était Damien avant la mort de Richard? Il était différent, plus distant, plus... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez lui qui me faisait peur. Mon mari s'est arrêté de laver l'assiette qu'il tenait et m'a regardé intensément. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la reconnaissance. Hilda, a-t-il dit d'une voix très basse, il y a des choses sur la mort de Richard que je ne t'ai jamais dites.
Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Quoi à propos de la mort de Richard? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Mon mari s'est assis lourdement sur une des chaises de la cuisine, à cette même table où nous avions partagé des milliers de repas en famille, où Richard faisait ses devoirs et où Damien avait toujours gardé le silence. Henri a passé ses mains sur son visage comme s'il essayait d'effacer les souvenirs qui l'avaient tourmenté pendant 25 ans. La nuit où Richard est mort, a-t-il commencé d'une voix brisée. Damien n'était pas dans sa chambre en train d'étudier comme il nous l'a dit. Je l'ai vu quitter la maison vers 20 heures. Je l'ai suivi parce que quelque chose dans son attitude m'inquiétait. Il avait été très étrange ces jours-là, plus agressif, plus rancunier. Mon mari s'est interrompu, regardant ses mains comme si la terrible vérité qu'il avait gardée si longtemps y était écrite. Je les ai vus se disputer près du ravin. Hilda, je les ai entendus se hurler dessus des choses horribles. Mon monde s'est mis à tourner. À propos de quoi se disputait-il? Ai-je murmuré, même si une partie de moi ne voulait déjà plus connaître la réponse. Henri a levé les yeux et j'ai vu des larmes dans les siens, des larmes qu'il n'avait même pas versées aux funérailles de notre fils aîné. À propos de l'héritage, Hilda, Damien était furieux parce que Richard était l'aîné, parce que selon les traditions familiales, il devait hériter de la majeure partie de nos biens. Mais il y avait autre chose, quelque chose au sujet d'argent que Richard avait découvert. Quel argent? Ai-je demandé, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Henri a poussé un profond soupir avant de continuer. 3 jours avant de mourir, Richard est venu me parler à l'atelier. Il avait découvert que Damien volait de l'argent sur le compte d'épargne de la famille. De petites sommes au début, puis des montants plus importants. Richard avait des preuves. Il enquêtait depuis des mois. Mon esprit refusait de traiter ce que j'entendais. Mon plus jeune fils, celui qui avait été si attentionné après la mort de Richard, celui qui nous aidait et prenait soin de nous, volait depuis avant même que son frère ne meure. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Ai-je accusé Henri, sentant la trahison se multiplier au double. Parce que quand je suis arrivé au ravin cette nuit-là, il était déjà trop tard, a-t-il répondu d'une voix étranglée. J'ai vu Damien debout à côté du corps de Richard. Notre plus jeune fils tremblait, pleurait et répétait encore et encore « C'était un accident, c'était un accident ». Il m'a regardé avec ses yeux désespérés et m'a supplié de l'aider. « Papa » a-t-il dit, Richard a trébuché quand il essayait de me frapper. Je me suis juste défendue et il a perdu l'équilibre. Des larmes ont coulé sur mes joues sans contrôle. « Mais tu l'as cru » ai-je murmuré, même si je connaissais déjà la réponse. Henri a hoché lentement la tête avec une expression de culpabilité qui l'avait rongé pendant des décennies. C'était mon fils, Hilda. Mon plus jeune fils me demandait de l'aider, et Richard était déjà mort. Je ne pouvais pas en ramener un à la vie en détruisant l'autre. J'ai pensé que c'était vraiment un accident, que Damien avait appris sa leçon, qu'il deviendrait un homme meilleur après ça. Et l'argent volé? Ai-je demandé, ayant besoin de connaître chaque détail de ce cauchemar. Damien a promis qu'il le rembourserait petit à petit, qu'il avait pris l'argent pour investir dans une affaire qui avait mal tourné. Il a juré qu'il ne ferait plus jamais une chose pareille. Et je l'ai cru, Hilda. Que Dieu me pardonne. Mais je l'ai cru parce que j'avais besoin de croire que mon fils n'était pas un meurtrier. Je me suis levée de la table en titubant, m'agrippant au mur pour ne pas tomber. Tout ce que j'avais cru sur ma famille, sur mon fils survivant, sur les 25 dernières années de ma vie, était un mensonge. Est-ce qu'il a remboursé l'argent? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse au regard de Henri. Jamais, a-t-il répondu. En fait, il a continué à voler de petites sommes que je faisais semblant de ne pas remarquer, parce que le confronter aurait signifié admettre que j'avais couvert un meurtre. Je suis devenue son complice, Hilda. Chaque fois que je me suis tue, chaque fois que j'ai prétendu ne pas voir les comptes diminuer, je suis devenue davantage son complice. L'horrible réalité a commencé à prendre forme dans mon esprit. C'est pour ça qu'il est si intéressé par le contrôle de nos finances maintenant, ai-je murmuré. Ce n'est pas parce qu'il se soucie de nous, c'est parce qu'il veut finir ce qu'il a commencé il y a 25 ans. Henri a hoché gravement la tête. Et il y a autre chose, Hilda,
Quelque chose que je viens de découvrir il y a quelques semaines. Quoi d'autre pourrait-il y avoir? Ai-je demandé, ayant l'impression que mon cœur ne pouvait supporter plus aucune révélation. Henri est allé à son bureau et a sorti des papiers qu'il cachait sous d'autres documents. J'ai discrètement enquêté sur les finances de Damien. Son entreprise de menuiserie ne marche pas aussi bien qu'il veut nous le faire croire. En réalité, il est au bord de la faillite. Il doit plus de 100 000 dollars à plusieurs banques et fournisseurs. Les papiers tremblaient dans mes mains tandis que je lisais les chiffres. Damian n'était pas l'homme prospère qu'il prétendait être. C'était un homme désespéré, un échec qui avait vécu de mensonges et d'argent volé pendant des décennies. Est-ce que Mélissa sait tout ça? Ai-je demandé, me souvenant de son sourire doux et de ses étreintes affectueuses. Je suis sûre que oui, a répondu Henry. J'ai remarqué comment elle dirige les conversations quand il parle de notre argent. Comment elle pose des questions précises sur nos économies, la valeur de la maison, nos assurances-vie. Ce ne sont pas des questions innocentes, Hilda. Ce sont des questions de quelqu'un qui calcule exactement combien vaut notre mort. Cette phrase m'a glacée jusqu'aux os. Notre mort, ai-je répété dans un murmure. C'était la première fois que j'envisageais que Damian puisse vouloir nous faire du mal physiquement. Jusque-là, je pensais qu'il voulait seulement nous voler ou nous escroquer. Mais s'il avait tué son propre frère pour de l'argent, qu'est-ce qui l'empêcherait de tuer ses parents pour la même raison? Henri, ai-je dit en lui prenant les mains, nous devons aller à la police. Nous devons leur dire la vérité sur Richard et sur ce qui se passe maintenant. Mais mon mari a secoué la tête avec un regard de désespoir qui m'a brisé le cœur. Avec quelle preuve, Hilda? Je suis complice d'avoir couvert un meurtre. Si je parle maintenant, j'irai en prison, moi aussi. Et puis, qui va croire un vieil homme de 65 ans qui garde ce secret depuis 25 ans? Il avait raison. Alors on attend qu'il nous tue comme il a tué Richard? Nous allons être très prudents, a dit Henri en essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Nous allons trouver un moyen de nous protéger, de rassembler des preuves pour... Mais ces mots ont été interrompus par le son du téléphone. C'était Damien. « Salut, maman », a-t-il dit de cette voix douce qui me paraissait maintenant sinistre. Mélissa et moi, on y a réfléchi, et on pense que ce serait magnifique de célébrer votre 40e anniversaire de mariage avec quelque chose de spécial. Et si on vous emmenait dans ces montagnes dont vous avez toujours parlé le week-end prochain? On pourrait faire une randonnée en famille, prendre des photos et passer une journée parfaite ensemble. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé Henri, qui avait entendu la conversation et avait le même air de terreur sur le visage. « C'est une très belle idée, mon fils. » Ai-je réussi à répondre d'une voix tremblante. « Mais laisse-nous y réfléchir et on te répondra demain. » Après avoir raccroché, Henri et moi nous sommes regardés en silence, sachant que nous venions de recevoir une invitation à notre propre exécution. « Les montagnes, » ai-je murmuré. « Il va nous emmener dans les montagnes pour nous tuer et faire passer ça pour un accident. » Henri a hoché gravement la tête, comme il l'avait fait pour Richard au ravin. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi une minute, nous tenant l'un l'autre dans notre lit, planifiant comment nous pouvions nous sauver de notre propre fils. Les jours suivants ont été un cauchemar de terreur et de faux-semblants. Henri et moi devions faire comme si rien ne s'était passé quand Damien et Mélissa venaient nous voir. Sourire quand ils parlèrent du voyage en montagne, hocher la tête quand ils racontaient avec excitation qu'ils allaient passer du temps en famille. Mais à l'intérieur, chaque fibre de mon être hurlait de peur. Je savais que je regardais dans les yeux des meurtriers de mon fils aîné, et que maintenant, ils prévoyaient de faire la même chose à mon mari et à moi. Mélissa est arrivée mercredi après-midi avec un sac de course, et ce sourire rayonnant qui me semblait désormais le rictus d'un démon. « Hilda, ma chère », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, avec ses bras qui allaient bientôt me pousser vers la mort. J'ai acheté des provisions pour notre aventure en montagne, des biscuits, de l'eau, des fruits, tout ce dont nous aurons besoin pour le pique-nique. Elle m'a montré le contenu du sac comme si elle était une enfant excitée, mais je ne pouvais penser qu'à la façon dont chacun de ces objets pouvait servir à couvrir notre meurtre. J'ai aussi apporté mon nouvel appareil photo, a-t-elle ajouté en sortant un appareil numérique coûteux. Je veux capturer chaque moment de cette journée spéciale.
Ce seront des photos que nous chérirons pour toujours. L'ironie de ces mots m'a donné la nausée. La seule photo qu'elle prendrait serait celle de nos corps brisés au fond d'un précipice, si quelqu'un les trouvait un jour. Damien est apparu derrière elle, portant un sac à dos de randonnée flambant neuf. Papa, a-t-il dit à Henri avec un enthousiasme fin, j'ai acheté tout l'équipement nécessaire pour une randonnée en toute sécurité. Des cordes, des harnais, des lampes, une trousse de premier secours. Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une moquerie cruelle. De l'équipement de sécurité pour planifier nos meurtres. La perversité de la situation m'a donné le vertige. N'est-ce pas un peu dangereux pour des gens de notre âge? Ai-je demandé en essayant de paraître détendue, tout en cherchant un prétexte pour annuler le voyage. Mélissa m'a caressé la joue avec cette fausse tendresse qui me retournait l'estomac. C'est pour ça que nous avons choisi un sentier très facile et sûr, m'a-t-elle assuré. C'est une randonnée que même des enfants peuvent faire. Et puis Damien et moi serons là pour prendre soin de vous tout le temps. Oui, il serait là pour prendre soin de nous jusqu'au moment exact où il déciderait de nous pousser du haut d'une falaise. Cette nuit-là, quand ils sont enfin partis, Henri et moi nous sommes assis dans le salon, tremblants, non pas du froid, mais de la terreur absolue que nous retenions depuis des heures. On ne peut pas y aller, ai-je dit en lui prenant les mains. On ne peut pas, on va trouver une excuse. Si on n'y va pas, a répondu Henri d'une voix grave, ils trouveront une autre façon de nous tuer. Peut-être quelque chose qui paraîtra encore plus accidentel, comme un incendie de maison ou un cambriolage qui tourne mal. Au moins, dans les montagnes, nous savons ce qu'ils vont essayer de faire. Ces mots avaient une logique terrible, mais ils ne me réconfortèrent pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ai-je demandé, désespéré de trouver une solution qui nous sauverait la vie. Henri a réfléchi quelques minutes avant de répondre. On va y aller, mais on va être préparé. Je vais cacher mon téléphone portable et le régler pour enregistrer tout ce qui se passe. Si on s'en sort, on aura des preuves. Et si on ne s'en sort pas, sa voix s'est brisée. Au moins quelqu'un connaîtra la vérité. Le vendredi soir, nous pouvions à peine toucher à notre dîner. Nous savions que ce serait peut-être notre dernier repas ensemble dans cette maison, dans cette cuisine où nous avions partagé tant de moments heureux quand nous étions une vraie famille. Henri a relu son testament une dernière fois, s'assurant que s'il nous arrivait quelque chose, au moins Damien n'obtiendrait pas tout sans qu'il n'y ait une trace de nos soupçons. J'ai écrit une lettre, a-t-il avoué en sortant une enveloppe scellée de son bureau. Elle est adressée à ta sœur Harriet. J'y explique tout ce que nous savons sur la mort de Richard et ce que nous pensons que Damien prévoit de nous faire. Je l'ai cachée à l'endroit où nous gardons nos documents importants. Si nous ne revenons pas de ce voyage, au moins elle saura où chercher la vérité. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés en nous tenant l'un l'autre, murmurant des mots d'amour qui pourraient être les derniers. S'il m'arrive quelque chose, a dit Henri, je veux que tu saches que ces 40 années avec toi ont été les meilleures de ma vie. Malgré tout, malgré les erreurs et les secrets, je t'aime plus que ma propre vie. J'ai pleuré en silence, mémorisant le rythme de sa respiration, la chaleur de son corps, l'odeur de sa peau. Le samedi s'est levé sous un ciel clair qui semblait se moquer de notre situation. Damien est arrivé tôt, sifflotant un air joyeux qui m'a glacé le sang. Bonjour les tourtereaux, a-t-il lancé depuis la porte d'entrée. Prêt pour votre grande aventure? Mélissa est apparue derrière lui, radieuse comme une mariée le jour de son mariage, sauf que celui-ci était un mariage avec la mort. Pendant le petit déjeuner, que nous pouvions à peine avaler, Damien a expliqué l'itinéraire en détail. C'est un sentier magnifique, a-t-il dit en étalant une carte sur la table. Il mène à un belvédère d'où l'on voit toute la vallée. On dit que la vue est spectaculaire. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qui semblait démoniaque. Bien sûr, la vue serait spectaculaire. Ce serait la dernière que nous verrions de notre vie. Le sentier a quelques passages raides, a ajouté Mélissa comme si elle donnait une information touristique utile. Mais rien que des randonneurs expérimentés comme vous ne puissent gérer. Sa remarque sur nos supposées capacités de randonneurs sonnait comme une plaisanterie cruelle. Nous étions deux sexagénaires qui marchions à peine dans le parc de temps en temps. En chargeant la voiture, j'ai vu Damien vérifier méticuleusement son sac à dos, s'assurant qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour son plan.
J'ai vu des cordes, une petite pelle et quelque chose qui ressemblait à un pistolet lance-fusée. C'est pourquoi? Ai-je demandé en désignant l'arme. Pour la sécurité, a-t-il répondu sans hésiter. Si on se perd ou si quelque chose tourne mal, on peut envoyer un signal de détresse. Bien sûr, ils enverraient un signal de détresse après nous avoir poussés d'une falaise afin que nos corps soient trouvés et qu'on confirme qu'il s'agissait d'un tragique accident lors d'une randonnée familiale. Tout était calculé. Chaque détail avait été planifié pour que nos meurtres paraissent parfaitement naturels. Le trajet en voiture vers les montagnes a duré 2 heures qui ont semblé une éternité. Mélissa a mis de la musique joyeuse et chantait avec les chansons comme si nous partions vraiment pour une sortie familiale amusante. Damian conduisait prudemment, respectant toutes les limitations de vitesse, s'arrêtant à chaque stop. Il ne voulait pas risquer un accident qui ruinerait ses plans parfaits. Pendant le trajet, Henri m'a discrètement pris la main et a activé l'enregistrement sur son téléphone. Tout ce qui se passerait à partir de ce moment serait enregistré. Si nous survivions, nous aurions des preuves. Sinon, au moins la vérité ne mourrait pas avec nous. Quand nous sommes enfin arrivés au début du sentier, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. L'endroit était magnifique, avec de grands arbres et le bruit d'une rivière toute proche. Mais pour moi, c'était devenu le décor de ma propre exécution. Damian et Mélissa ont sorti leur sac à dos de la voiture, souriant et plaisantant comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Prêt pour l'aventure? A demandé Damian. Et pour la première fois en 25 ans, j'ai vu dans ses yeux cette même lueur froide qu'il avait eue la nuit où il a tué son frère. Le sentier a commencé assez facilement, serpentant entre des arbres luxuriants et des rochers couverts de mousse. Mélissa marchait devant nous, prenant constamment des photos et commentant la beauté du paysage. « Regarde ces fleurs sauvages !» s'est-elle exclamée en montrant des buissons remplis de fleurs jaunes et cet oiseau magnifique. Sa performance était parfaite, celle d'une belle fille aimante profitant d'une journée spéciale avec ses beaux-parents. Damian marchait derrière nous, soi-disant pour s'assurer que nous ne restions pas en arrière. Mais je sentais son regard sur nos dos comme des poignards. Chaque fois que je me retournais vers lui, il souriait avec ce rictus qu'il avait perfectionné pendant 25 ans de mensonges. « Comment ça va, maman et papa ?» demandait-il avec une fausse sollicitude. « Vous avez besoin de faire une pause ?» Après 1 heure de marche, nous avons commencé à grimper une partie plus raide du sentier. Mes jambes étaient déjà lourdes et Henri respirait difficilement. Nous n'étions pas habitués à ce genre d'effort, et nos enfants meurtriers le savaient parfaitement. Ils avaient choisi un itinéraire qui nous épuiserait physiquement, nous rendant vulnérables au moment d'exécuter leur plan. « On est presque au belvédère », a annoncé Mélissa. Pourtant, d'après la carte que j'avais vue à la maison, il nous restait au moins 1 heure de marche. Son mensonge confirmait qu'il n'avait pas l'intention d'atteindre le vrai belvédère. L'endroit où il prévoyait de nous tuer devait être beaucoup plus proche. Pendant la marche, j'essayais de mémoriser chaque détail du sentier, chaque arbre, chaque rocher qui pourrait servir de repère si je survivais, et devais expliquer à la police où tout s'était passé. Henri faisait la même chose, et nous échangions parfois des regards chargés de terreur et de détermination. Nous savions que nous marchions vers notre mort, mais nous savions aussi que c'était notre seule chance d'obtenir des preuves contre nos meurtriers. « Oh, regarde ça !» a soudain crié Mélissa en pointant une formation rocheuse qui se dressait sur notre droite. « Cette falaise offre une vue incroyable. Pourquoi ne monterions-nous pas là-haut pour prendre des photos spéciales ?» Mon sang s'est glacé. Voilà, c'était l'endroit qu'ils avaient choisi pour notre meurtre. La falaise s'élevait d'environ 90 pieds au-dessus du sentier principal, accessible par un chemin secondaire qui semblait beaucoup plus dangereux que celui que nous suivions. Les rochers étaient instables. Il y avait moins d'arbres auxquels s'agripper en cas de faux pas. Et du sommet, on voyait un précipice qui plongeait dans un profond ravin rempli de roches acérées. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » ai-je dit en essayant de paraître détendue. Ce chemin a l'air assez dangereux pour des gens de notre âge. Mais Damian avait déjà commencé à marcher vers l'embranchement, portant son sac à dos rempli d'équipements de sécurité dont je savais qu'il ne se servirait pas pour nous sauver. « Allez, maman,
a-t-il dit avec cette voix qu'il utilisait enfant quand il voulait me convaincre de quelque chose. Ça ne prendra que quelques minutes. Et puis Mélissa a raison, les photos de là-haut seront spectaculaires. La façon dont il a dit spectaculaire m'a fait trembler. Elles seraient spectaculaires pour ceux qui les verraient ensuite comme preuve de notre accident. Henri a serré ma main discrètement, me rappelant que son téléphone enregistrait tout. Nous devions y aller. Nous devions aller jusqu'au bout pour obtenir les preuves dont nous avions besoin. Si nous refusions maintenant, il trouverait simplement une autre occasion, un autre endroit, une autre excuse pour nous tuer. L'ascension vers la falaise a été épuisante. Les pierres instables glissaient sous nos pieds et plus d'une fois j'ai failli tomber. Mais le plus terrifiant, c'était de réaliser à quel point cet endroit était parfait pour un meurtre. Si quelqu'un trébuchait et tombait du sommet, il n'y aurait aucun moyen de survivre. Et surtout, il n'y aurait aucun témoin. Presque arrivé, a crié Mélissa d'en haut, où elle était déjà arrivée avec l'agilité de quelqu'un qui avait soigneusement planifié cet itinéraire. Damian l'a rejointe, puis a aidé Henri et moi à franchir les derniers mètres. Ses mains sur mes bras avaient la sensation des serres d'un vautour. Le point de vue était effectivement spectaculaire. De là, on voyait toute la vallée, les montagnes au loin et la rivière serpentant entre les arbres. Dans d'autres circonstances, cela aurait été un moment magnifique à partager en famille. Mais sachant ce que je savais, l'endroit ressemblait au décor parfait d'un cauchemar. « Venez par ici pour les photos !» a crié Mélissa, se plaçant près du bord. « Je veux que la vallée soit en arrière-plan. » Henri et moi avons avancé lentement, chaque pas nous rapprochant de notre destin final. Je voyais Damian se positionner stratégiquement derrière nous, calculant les angles, mesurant les distances. « Parfait !» s'est exclamée Mélissa en levant son appareil. « Maintenant, serrez-vous l'un contre l'autre et souriez. » Henri et moi nous sommes serrés, probablement pour la dernière fois, pendant qu'elle prenait photo après photo. Chaque flash de l'appareil était comme un éclair annonçant l'orage qui allait s'abattre. « Fais-en une de plus », a suggéré Damian en s'approchant. Mais cette fois, reculez un peu pour que le paysage rende mieux. Un pas en arrière signifiait être exactement au bord du précipice. Henri et moi avons échangé un regard. Le moment était venu. Nous avons reculé comme on nous le disait, sentant le sol ferme disparaître sous nos pieds et ne plus avoir derrière nous que le vide de l'abîme. Mélissa a levé l'appareil une dernière fois, mais cette fois j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. Le masque était tombé. « Souriez !» a-t-elle dit d'une voix qui n'avait plus rien de doux. « Ce sera votre dernière photo. » À cet instant, Damian s'est jeté sur nous, les bras tendus. Le plan était simple, nous pousser en arrière pour que nous tombions dans le vide, prendre quelques photos de l'accident, puis descendre découvrir nos corps brisés. Mais Henri s'était préparé à cet instant. À la toute dernière seconde, il a réussi à saisir le poignet de Damian et à le tirer vers l'avant. « Si nous devons mourir, tu viens avec nous !» a-t-il crié avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Pendant un instant, nous avons tous les quatre vacillé au bord de la falaise, accrochés les uns aux autres dans une danse macabre entre la vie et la mort. Mélissa a hurlé et a essayé d'aider Damian, mais le poids de nous tous était trop grand. J'ai senti le sol céder sous mes pieds, senti la gravité gagner la bataille. Et puis nous sommes tombés tous ensemble, serrés dans une étreinte mortelle, criant tandis que l'air sifflait autour de nous et que le sol rocailleux approchait à une vitesse vertigineuse. Dans ces secondes qui ont duré une éternité, j'ai pensé à Richard, à ce qu'il avait dû ressentir quand Damian l'avait poussé dans le ravin, 25 ans plus tôt. L'impact a été brutal. J'ai entendu le bruit horrible des os qui se brisent, le son de mon propre corps se fracassant contre les rochers. La douleur était indescriptible. Mais encore plus terrible était le goût du sang dans ma bouche et la certitude que cette fois, Damian avait gagné. Cette fois, il n'y aurait pas de témoin pour dire la vérité. Puis j'ai entendu la voix de Henri, faible mais claire. « Hilda, ne bouge pas, fais la morte. » Et j'ai compris quelque chose d'incroyable, j'étais encore en vie. La douleur était si intense que j'ai cru devenir folle. Chaque fibre de mon corps hurlait d'agonie.
Je sentais le sang couler sur mon visage et quelque chose de humide et collant imbibait mes vêtements. Mais la voix de Henry résonnait dans mes oreilles comme un ordre divin. Fais la morte. Avec une force de volonté dont je ne me croyais pas capable, je suis restée complètement immobile, contrôlant même ma respiration pour qu'elle soit imperceptible. À quelques pieds de moi, j'entendais les gémissements de douleur de Damian et Mélissa. Ils avaient aussi survécu à la chute, mais à leur plainte, ils semblaient dans un pire état que nous. Mélissa, a dit la voix brisée de mon fils. Tu vas bien? Son souci pour sa femme m'a retourné l'estomac. Cet homme, qui avait assassiné son propre frère et avait essayé de nous tuer, était encore capable d'aimer quelqu'un. Je crois que je me suis cassé la jambe, a gémi Mélissa. Ça fait tellement mal, Damien. Et les vieux? La façon irrespectueuse dont elle parlait de nous confirmait ce que je savais déjà. Nous n'avions jamais été une famille pour elle. Nous n'étions que des obstacles sur la route de notre argent. J'ai entendu des mouvements, comme si Damien rampait vers nous. Mon cœur battait si vite que j'avais peur qu'il l'entende. Ils sont morts, a-t-il annoncé après quelques minutes qui m'ont semblé des heures. Tous les deux ont les yeux ouverts, mais ils ne respirent pas. Son mensonge m'a rempli d'un espoir étrange. S'il nous croyait morts, peut-être aurions-nous une chance. Parfait, a chuchoté Mélissa avec une satisfaction qui m'a glacé le sang. Ça a marché exactement comme on l'avait prévu. Bon, sauf la partie où on est tombé aussi. J'ai entendu son rire amer. Au moins, on n'aura plus à faire semblant de les aimer. Pendant les minutes suivantes, qui m'ont semblé une éternité, Damien et Mélissa ont discuté de leur situation. Tous deux étaient nains blessés, mais ils pouvaient se bouger. Le plan était maintenant de ramper jusqu'à trouver un endroit d'où ils pourraient appeler à l'aide, puis raconter l'histoire de leur survie miraculeuse à un accident tragique ayant tué leurs pauvres grands-parents. Souviens-toi de l'histoire, a dit Damien à Mélissa. On prenait des photos quand une pierre a glissé sous les pieds de papa. Il a trébuché et en essayant de se rattraper, il a entraîné maman. On a essayé d'aider, mais on est tombé aussi. Il faut que nos versions correspondent. Je sais, a répondu Mélissa. On a répété ça 100 fois. On est les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Pauvres de nous, on a perdu nos chers beaux-parents dans un horrible accident. Sa performance était si convaincante que si je n'avais pas vécu la vérité, je l'aurais cru. Peu à peu, leurs voix se sont éloignées tandis qu'ils rampaient vers ce qu'ils espéraient être leur salut. Quand le silence est enfin retombé, Henri a murmuré mon nom si bas que je l'entendais à peine. « Hilda, ça va ?» J'ai répondu du même souffle, confirmant que j'étais vivante mais gravement blessée. « Ma jambe gauche est cassée », m'a-t-il dit d'une voix étranglée par la douleur. « Et je crois que j'ai quelques côtes fracturées. Et toi ?» J'ai fait mentalement l'inventaire de mon corps. Je sentais une douleur lancinante dans mon bras droit. Ma tête pulsait comme si quelqu'un la frappait avec un marteau, et il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas avec mon épaule, mais j'étais vivante, et c'était plus que je n'avais espéré. On est mal, mais on est vivant, ai-je chuchoté. Ça marche, mais il n'y a pas de réseau ici en bas. C'était la partie la plus terrifiante. Nous étions vivants, mais coincés au fond d'un ravin, blessés, sans moyen de communiquer avec l'extérieur. Si personne ne venait nous chercher, nous mourrions lentement ici de soif, de faim ou de nos blessures. Henri, ai-je murmuré, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai besoin que tu me dises tout ce qui s'est vraiment passé la nuit où Richard est mort. Mon mari a poussé un profond soupir, comme s'il avait attendu ce moment pendant 25 ans. Cette nuit-là, a-t-il commencé d'une voix tremblante, Richard est venu me trouver à l'atelier. Il était furieux. Il avait des papiers à la main, des relevés bancaires. Il m'a montré des preuves que Damien volait de l'argent sur nos comptes depuis des mois, de petites sommes au début, puis des montants plus importants. Richard enquêtait parce qu'il avait remarqué des écarts dans nos économies. La douleur physique se mêlait à la douleur émotionnelle, tandis que j'écoutais la vérité cachée depuis des décennies. Richard voulait confronter Damien cette nuit-là même, a continué Henri. J'ai essayé de le calmer, de le convaincre d'attendre le lendemain, mais il était déterminé.
Il disait qu'il ne pouvait pas dormir en sachant que son petit frère nous volait. Et tu l'as suivi? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je l'ai suivi parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver. Je connaissais le tempérament de Richard quand il se mettait en colère, et je savais aussi. J'avais remarqué quelque chose d'étrange chez Damien dernièrement, une froideur qui me donnait des frissons. Quand je suis arrivée au ravin, a poursuivi Henri, je les ai trouvés en train de se hurler dessus. Richard avait les papiers à la main, les agitant au visage de Damien. « Tu es un voleur !» criait-il. « Tu voles nos propres parents !» Damien niait tout. Il disait que Richard était fou, qu'il inventait. Mon cœur s'emballait en imaginant la scène. Mes deux fils face à face dans l'obscurité, l'un accusant l'autre de trahison. Et ensuite, Henri s'est interrompu un long moment avant de continuer. Richard lui a dit que s'il ne rendait pas l'argent et ne confessait pas tout, il nous dirait lui-même la vérité. Damien est devenu fou. Il a hurlé que Richard avait toujours été le favori, qu'il avait toujours tout eu facile et qu'il était temps que ça change. Et puis, la voix de Henri s'est brisée. Damien a poussé Richard. Ce n'était pas un accident. Il l'a poussé de toutes ses forces, délibérément. J'ai vu Richard essayer de garder l'équilibre. J'ai vu ses bras s'agiter désespérément, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Mais c'était trop tard. Les larmes coulaient sur mes joues, se mélangeant au sang de mes blessures. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» Henri a poussé un profond soupir, parce que quand je suis arrivée près de Damien, il pleurait, tremblait, me répétant que c'était un accident, qu'il ne l'avait pas voulu. Il m'a supplié de ne rien te dire, disant qu'il ne pouvait pas te perdre aussi. « Mais tu savais que c'était un mensonge » ai-je murmuré du fond du cœur. « Oui, mais c'était mon fils, Hilda, mon seul fils survivant. Comment aurais-je pu le livrer à la police? Comment aurais-je pu détruire ce qu'il restait de notre famille? » Son explication me faisait aussi mal que mes blessures. « Et l'argent volé ?» ai-je continué. Damien a promis de me le rendre petit à petit. Il a juré que c'était une mauvaise décision, qu'il était désespéré, que cela ne se reproduirait plus. Mais il n'a jamais rendu un seul centime. En fait, il a continué à voler et je me suis tue parce que chaque jour qui passait faisait de moi un complice de son crime. À ce moment-là, nous avons entendu des voix au loin. Damien et Mélissa avaient déjà réussi à trouver de l'aide. Bientôt, des équipes de secours seraient là et nos enfants meurtriers joueraient le rôle de leur vie. Les survivants traumatisés d'une tragédie familiale. Le bruit des voix se rapprochait, accompagné du son d'hélicoptères survolant la zone. L'équipe de secours était arrivée et avec elle venait le moment le plus crucial de notre vie. Henri et moi devions prendre une décision en quelques minutes. Devions-nous continuer à faire les morts jusqu'à trouver l'occasion parfaite de révéler la vérité ou risquer d'être secourus en même temps que nos meurtriers? « Hilda » a chuchoté Henri avec urgence. Le téléphone a tout enregistré là-haut. On a la confession de Mélissa sur le plan. On a Damien qui admet que nous sommes des obstacles. On a tout. Mais s'ils nous trouvent vivants maintenant, ils peuvent détruire la preuve avant que nous ayons pu la remettre aux autorités. Il avait raison. Si Damien et Mélissa réalisaient que nous avions survécu et entendu leur confession, ils trouveraient un moyen de nous faire taire pour toujours. Cette fois, ce ne serait pas un accident. Ce serait quelque chose de beaucoup plus direct et définitif. Nous devions attendre le moment parfait. « Ils sont là en bas !» a crié la voix de Damien depuis le haut. « Mes parents, s'il vous plaît, dépêchez-vous !» Sa performance était parfaite, sa voix brisée de douleur et de désespoir. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais cru qu'il était un fils dévasté par la perte de ses parents. « Monsieur, restez calme !» a répondu une voix autoritaire qui devait appartenir au chef de l'équipe de secours. « Nous allons descendre pour vous évaluer. Vous et votre femme, vous pouvez bouger. » J'ai entendu le bruit des cordes et de l'équipement qu'on préparait pour la descente. Mélissa avait perfectionné son rôle de veuve éplorée. « Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé !» sanglotait-elle. « On prenait des photos, on était si heureux. Tout est allé si vite. Une pierre a glissé et ils sont tombés. » Chaque mot était une lame dans mon cœur parce que je savais qu'elle répéterait ces mêmes phrases à la police
aux médias, à quiconque voudrait entendre sa version. Les secouristes ont commencé à descendre. J'entendais leurs voix se rapprocher, le bruit de leurs bottes sur la roche, le cliquetis de leur matériel. Henri a serré ma main discrètement, me rappelant que nous devions maintenir la comédie quoi qu'il arrive. « Ils sont là !» a crié l'un des secouristes en nous trouvant. On a 2 personnes au fond du ravin. Il s'est approché et a commencé à nous examiner. J'ai gardé les yeux fermés et une respiration si faible qu'elle était presque imperceptible. Je l'ai senti chercher un pouls à mon cou, coller son oreille près de ma bouche, essayer de détecter une respiration. Celui-ci a encore un pouls faible, a-t-il annoncé en parlant de Henry. La femme? Je ne suis pas sûre. Il me faut l'équipe médicale ici immédiatement. Mon cœur s'est emballé. Le plan fonctionnait. Il croirait que Henry était au bord de la mort, mais encore vivant, tandis que moi j'étais assez proche de la mort pour ne pas représenter une menace immédiate. Pendant les minutes suivantes, qui ont semblé des heures, les secouristes ont travaillé sur nous. Je les ai sentis me poser un masque à oxygène, vérifier mes blessures et m'attacher sur une civière. Tout le temps, je devais lutter contre chaque instinct de mon corps qui hurlait d'ouvrir les yeux, de demander de l'aide, d'arrêter de faire semblant. L'homme est stable, mais critique, ai-je entendu un secouriste annoncer à la radio. La femme est dans un état très grave, pouls presque imperceptible. Nous devons les transporter à l'hôpital immédiatement. Parfait. Ils nous emmèneraient à l'hôpital, où nous aurions l'occasion de parler aux autorités sans que Damian et Mélissa puissent nous réduire au silence. Pendant la remontée sur les civières, j'entendais les sanglots étouffés de Mélissa et les paroles de réconfort que les secouristes lui adressaient, ainsi qu'à Damian. « Vous avez été si courageux de survivre à ça, » disait quelqu'un. « C'est un miracle que vous alliez relativement bien. » Si seulement ils avaient su que le vrai miracle, c'était que Henri et moi étions vivants pour dire la vérité. Dans l'hélicoptère médical, tandis que nous volions vers l'hôpital, je sentais la présence de Henri sur la civière à côté de la mienne. Les secouristes étaient concentrés sur le fait de le maintenir stable, et d'après leur conversation, j'ai compris qu'il était dans un état critique. Ses blessures étaient plus graves que les miennes, et pendant un instant terrible, j'ai eu peur qu'il ne meure avant que nous ayons eu la chance de révéler la vérité. « Madame, ai-je entendu l'un des secouristes me dire, « Si vous m'entendez, tenez bon, nous serons à l'hôpital dans quelques minutes. » Sa voix était douce, pleine d'une compassion réelle qui contrastait cruellement avec le mensonge que j'entendais de ma propre famille. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le chaos a été immédiat. Des médecins et des infirmières couraient d'un bout à l'autre, criant des ordres médicaux que je ne comprenais pas. On m'a emmené directement aux urgences, où ils ont commencé à s'occuper de mes blessures. Je devais continuer à faire semblant d'être inconsciente, mais je devais aussi trouver un moyen de communiquer avec quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. « Docteur, » ai-je entendu une infirmière dire, « Ses signes vitaux sont étranges. Son pouls est plus fort que ce à quoi on s'attendrait dans son état supposé. » Mon cœur a raté un battement. Il m'avait démasquée. J'étais une si mauvaise actrice que mon propre corps me trahissait. « Chut !» a murmuré le médecin. « Ça arrive parfois en cas de traumatisme extrême. Le corps a des façons mystérieuses de s'accrocher à la vie. Gardons-la sous surveillance étroite. Les prochaines heures seront cruciales. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Mélissa a laissé échapper un bruit qui était censé être un sanglot de douleur, mais qui, pour moi, sonnait comme un soupir de soulagement. « Est-ce qu'on peut les voir ?» a demandé Damian. « Juste quelques minutes. On doit dire au revoir au cas où. » Le médecin a accepté. Et bientôt, j'ai entendu des pas s'approcher de mon lit. C'était le moment le plus dangereux de tous. Je devais convaincre mon fils meurtrier que j'étais vraiment en train de mourir. J'ai senti la présence de Damian près de mon lit. Sa main a touché la mienne et il m'a fallu toute ma force pour ne pas retirer ma main immédiatement. « Maman » a-t-il chuchoté. « Si tu m'entends, je veux que tu saches que je t'aime. Je suis tellement désolée que cela soit arrivé. » Ces mots étaient du miel empoisonné, doux en surface, mortels dans leur essence. Mélissa s'est approchée de l'autre côté. « Hilda, ma chère, »
a-t-elle murmuré. Tu as été comme une mère pour moi. Nous ne t'oublierons jamais. Menteuse. La seule raison pour laquelle il ne m'oublierait pas, c'est qu'il devrait vivre avec la connaissance qu'il m'avait tuée. Puis Damien s'est penché vers mon oreille et a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. J'espère que tu as retenu la leçon, maman. Tu n'aurais jamais dû poser autant de questions sur nos finances. Certaines vérités devraient te rester enterrées, comme Richard. À cet instant, j'ai su que notre plan avait fonctionné. Damien venait de se trahir, et même si je ne pouvais pas l'enregistrer, il y avait une infirmière dans la pièce qui avait entendu chaque mot. Le chuchotement de Damian résonnait dans mes oreilles, comme un aveu direct de sa culpabilité. Il avait mentionné Richard. Il avait admis que certaines vérités devaient rester enterrées. Et surtout, il avait reconnu que nos questions sur l'argent avaient été la raison de notre accident. Mais il me fallait plus que ça. Il me fallait un aveu complet qui ne pourrait pas être mal interprété ni nié plus tard. L'infirmière qui avait surpris la remarque, une jeune femme nommée Inns selon son badge, s'était figée près de la machine de surveillance. Je voyais à travers mes paupières à peine entr'ouvertes que ses yeux s'écarquillaient de surprise et d'horreur. Elle avait entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre, et son expression montrait qu'elle comprenait parfaitement les implications. Qu'est-ce que tu as dit à propos de Richard? A chuchoté Mélissa, manifestement surprise par la mention du frère mort. Damien s'est tendu, réalisant qu'il avait trop parlé. Rien, a-t-il marmonné. Je voulais juste dire que, enfin, maman s'est toujours demandé ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Mais si ça importait. Et Mélissa était assez intelligente pour comprendre que son mari avait fait une erreur. Damien, a-t-elle dit d'une voix tendue. Allons-y, les médecins ont besoin d'espace pour travailler. Je sentais la tension entre eux, la compréhension mutuelle qu'ils avaient dit trop de choses au mauvais endroit. Après leur départ, l'infirmière s'est approchée de mon lit. Madame, a-t-elle chuchoté si bas que je l'entendais à peine. Je sais que vous m'entendez. Ce que je viens d'entendre n'est pas normal. Si vous êtes en danger, vous devez me le dire d'une manière ou d'une autre. Sa voix avait une urgence qui m'a rempli d'espoir. Quelqu'un d'autre commençait à soupçonner. Très lentement, presque imperceptiblement, j'ai bougé mon index. C'était le plus petit mouvement possible, mais Inns l'a vu immédiatement. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Elle fait semblant d'être inconsciente. J'ai bougé mon doigt de nouveau, cette fois 2 fois. « Oui, écoutez !» a-t-elle dit en se penchant encore plus près. Je vais faire semblant de vérifier vos moniteurs. Si vous êtes en danger à cause des personnes qui étaient ici, bougez votre doigt 3 fois. Sans hésiter, j'ai bougé mon doigt 3 fois. Inns a haleté. Ils vous ont fait ça? 3 mouvements de plus. L'infirmière s'est éloignée de mon lit et a fait semblant de vérifier ma perfusion pendant qu'elle assimilait ce qu'elle venait de découvrir. Je voyais dans son expression qu'elle luttait avec la décision de ce qu'elle devait faire. Finalement, elle s'est approchée de moi à nouveau. « Je vais parler au médecin responsable », a-t-elle chuchoté. « Mais j'ai besoin que vous continuiez à faire semblant jusqu'à ce qu'on puisse vous protéger. Vous comprenez ?» J'ai bougé mon doigt 1 fois. Les minutes suivantes ont été atroces. Inns a quitté la pièce et je suis restée seule, attendant et priant qu'elle croie mon histoire et fasse ce qu'il fallait. Enfin, j'ai entendu des pas approcher. C'était Inns, accompagné d'un homme plus âgé qui devait être le médecin-chef et, étonnamment, de 2 policiers. « Madame », a dit le médecin d'une voix basse, « l'infirmière Inns m'a parlé de votre situation. Si vous m'entendez, nous avons besoin que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Les agents sont là pour vous protéger. » Une vague de soulagement si intense a failli faire voler ma comédie en éclats. « Pouvez-vous ouvrir les yeux ?» a demandé l'un des policiers. Lentement, très lentement, j'ai ouvert les yeux. La lumière de l'hôpital m'a aveuglée un instant, puis j'ai progressivement réussi à faire le point sur les visages inquiets autour de moi. « Dieu merci !» a murmuré Inns. Je croyais devenir folle. « Madame ?» a dit le policier, un homme d'âge moyen au regard sérieux. « Je suis le détective Johnson. Nous comprenons que vous pourriez être dans une situation très dangereuse. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé sur cette montagne? »
Ma voix est sortie comme un murmure rauque, après des heures à faire semblant d'être inconsciente. Mon fils, mon fils et sa femme nous ont poussés. Les heures suivantes ont été un tourbillon de déclarations, d'enregistrements et de révélations. J'ai tout raconté au détective Johnson. La mort de Richard, les vols de Damian, la pression pour modifier notre testament, et enfin le plan de nous assassiner en montagne. Mais le plus important, c'était l'enregistrement sur le téléphone de Henry. Votre mari a enregistré des preuves? A demandé le détective, les yeux brillants. Oui, ai-je répondu. Tout est sur son téléphone. Les confessions, les plans, tout. Le détective est immédiatement allé dans la chambre où Henry était soigné. Henry avait repris connaissance 1 heure après moi, et quand le détective lui a expliqué la situation, il a remis son téléphone sans hésiter. Voilà tout, a-t-il dit d'une voix faible mais ferme. 25 ans de mensonges, et la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant que les techniciens de la police analysaient l'enregistrement, Damian et Mélissa restèrent dans la salle d'attente, jouant leur rôle de membres de la famille dévastée auprès des autres visiteurs de l'hôpital. Ils n'avaient aucune idée que leur performance soigneusement orchestrée allait prendre fin pour toujours. L'enregistrement est clair, a annoncé le détective après 1 heure. Nous avons des confessions explicites du meurtre de Richard, des aveux de vol d'argent et des preuves directes d'une tentative de meurtre prémédité contre vous deux. C'est plus que suffisant pour les arrêter. Mais allez-vous les arrêter ici? Ai-je demandé, inquiète pour notre sécurité. S'ils se rendent compte que nous sommes vivants et que nous parlons. Le détective a hoché la tête, comprenant mon inquiétude. Nous avons déjà des agents en position. Dès que le mandat d'arrêt sera signé, nous les interpellerons. En attendant, vous êtes tous les deux sous protection policière. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Damian et Mélissa étaient petit probablement en bas, parlant à des proches d'autres patients, recevant des condoléances pour notre mort, planifiant nos funérailles et l'héritage. Ils n'avaient aucune idée qu'à l'étage, dans les chambres d'hôpital, nous étions en train de démolir leur monde de mensonges soigneusement construit. Y a-t-il autre chose? A dit le détective en sortant un dossier. Après avoir entendu votre histoire, nous avons enquêté sur les finances de votre fils. Non seulement il est en faillite, comme vous le soupçonniez, mais il doit aussi de l'argent à des gens très dangereux, des prêteurs non officiels qui n'acceptent pas les excuses. Mon sang s'est glacé. Vous voulez dire que nous n'étions pas seulement un obstacle pour lui? Le détective a confirmé. Vous étiez son seul salut. Avec votre héritage, il pouvait rembourser ses dettes et repartir de zéro. Sans vous, il serait probablement mort dans quelques semaines. Cette révélation ajoutait une nouvelle dimension à la trahison. Il ne nous avait pas seulement vus comme des obstacles, il nous avait vus comme sa bouée de sauvetage financière. Notre mort n'était pas seulement pratique pour lui, elle était absolument nécessaire à sa survie. Et qu'est-ce qui va arriver à nos petits-enfants? Ai-je demandé, ressentant une nouvelle vague de douleur à l'idée des enfants innocents de Damian et Mélissa. Les services sociaux vont les prendre temporairement en charge, a répondu le détective doucement. Mais d'après ce que je comprends, vous pourriez demander la garde une fois que vous serez rétabli. L'idée d'élever les enfants de nos propres meurtriers était écrasante, mais c'était aussi la seule manière de faire sortir quelque chose de bon de ce cauchemar. Ces enfants étaient innocents et méritaient une chance de grandir dans un foyer où l'amour était réel, pas fin. C'est le moment, a annoncé le détective quand un agent est entré dans la pièce avec des papiers à la main. Les mandats sont signés. Nous allons les arrêter maintenant. Par la fenêtre de ma chambre qui donnait sur le parking de l'hôpital, je pouvais voir des policiers se positionner discrètement. Le moment que j'attendais depuis 25 ans était enfin arrivé. Damian Black et Melissa Black, ai-je entendu la voix ferme de l'agent responsable. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Richard Black et la tentative de meurtre de Hilda et Henry Black. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis la voix hystérique de Melissa. De quoi parlez-vous? Nous sommes les victimes ici. Nos beaux-parents sont morts dans un accident. Madame, a répondu l'agent calmement. Vos beaux-parents sont vivants et ils ont fourni des preuves complètes de vos crimes.
Il y a eu un instant de silence absolu, suivi d'un cri de désespoir de Damian. C'est impossible, on les a vus mourir, ils étaient pas morts. Son aveu involontaire a été capté par les enregistreurs de police, ajoutant une pièce de plus au dossier. À travers la radio, j'ai entendu Mélissa commencer à accuser Damian. C'était son idée, je ne voulais rien faire de tout ça. Il m'a forcé. Et Damian, dans la panique, a crié : « C'est toi qui as proposé la falaise, tu as tout planifié. » En quelques minutes, l'alliance qui avait duré des années s'est effondrée, chacun essayant de sauver sa propre peau. Le détective Johnson est revenu dans ma chambre 1 heure plus tard, avec une expression de satisfaction mêlée de tristesse. Ils sont arrêtés et en route vers le poste, m'a-t-il informé. Ils essaient tous les deux de se rejeter la faute, ce qui ne fait que renforcer notre dossier. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Quoi d'autre ? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûre que mon cœur puisse supporter d'autres révélations. Pendant l'arrestation, nous avons trouvé ça dans le sac à dos de votre fils, a-t-il dit en me montrant un petit enregistreur numérique. Apparemment, il enregistrait vos conversations avec vous et votre mari depuis quelques semaines, probablement pour chercher des preuves que vous soupçonniez quelque chose. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que cela signifie ? Le détective a soupiré. Cela signifie qu'il savait que vous commenciez à découvrir la vérité. Le voyage en montagne n'était pas une décision spontanée. C'était une réponse directe à vos soupçons. Sur l'un des enregistrements, on entend clairement Mélissa lui dire : « On doit agir vite avant qu'ils aillent à la police. » L'ampleur de la planification et la froideur du calcul m'ont coupé le souffle. Ils n'avaient pas seulement planifié de nous tuer. Ils surveillaient nos conversations, évaluant le niveau de danger que nous représentions. Nous étions des souris dans un labyrinthe, et eux étaient des scientifiques observant chacun de nos mouvements. Il y a encore autre chose, a continué le détective, que nous avons découvert en enquêtant sur ses finances. Votre fils ne devait pas seulement de l'argent à des prêteurs dangereux, il avait aussi falsifié votre signature sur plusieurs documents pour tenter d'accéder à vos comptes bancaires. Si vous étiez mort sur cette montagne, il aurait eu un accès immédiat à toutes vos ressources. Chaque nouvelle révélation était comme un nouveau coup de couteau. Mon propre fils n'avait pas seulement planifié de me tuer, il me volait activement, falsifiait ma signature et violait chaque principe de confiance familiale que j'avais essayé de lui inculquer. Combien d'argent a-t-il volé au total ? Ai-je demandé, sans être sûre de vouloir connaître la réponse. Environ 50 000 $ sur les 5 dernières années, a répondu le détective. De petites sommes qu'il pensait que vous ne remarqueriez pas, mais qui, additionnées, représentent un montant important. L'argent que Henri et moi avions économisé pendant des décennies de travail acharné, centime par centime, avait financé la vie luxueuse de notre fils, tandis qu'il planifiait notre meurtre. Les jours suivants à l'hôpital ont été un tourbillon d'entretiens avec la police, de visites d'avocats et d'appels des médias qui avaient relayé l'histoire. La presse locale avait titré l'affaire comme la trahison familiale la plus horrible de la décennie. Et des journalistes de tout le pays voulaient entendre notre version. Ma sœur Harriet est arrivée de la ville voisine en pleurant et en m'enlaçant comme si elle ne m'avait pas vue depuis des décennies. « Hilda !» répétait-elle. Je savais toujours qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Damian après la mort de Richard, mais je n'ai jamais imaginé qu'il était capable de ça. Ces mots m'ont réconfortée, parce qu'ils confirmaient que mes instincts maternels n'avaient pas été complètement aveugles. Et les enfants ? Ai-je demandé au sujet de mes petits-enfants, désormais sous la garde temporaire des services sociaux. Je les ai vus hier, a répondu Harriet tristement. Ils sont confus, ils demandent pourquoi leurs parents ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont trop jeunes pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. L'avocat que nous avions engagé, le même Albert qui avait rédigé notre testament, est venu nous voir avec des nouvelles sur la procédure. Le dossier est solide, nous a-t-il assuré. Avec les enregistrements, les aveux pendant l'arrestation et toutes les preuves financières, il leur sera presque impossible d'échapper à de lourdes condamnations. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose qui m'a glacée. Cependant, ils essayèrent de négocier un plaidoyer pour une culpabilité moindre, en prétendant que c'était un crime passionnel, pas prémédité.
Un crime passionnel? Me suis-je exclamé indigné. Ils ont planifié ça pendant des semaines, acheté du matériel spécial et choisi l'endroit parfait. Albert a hoché gravement la tête. Je sais, et nous avons des preuves de préméditation, mais leurs avocats vont argumenter que c'était une décision désespérée prise sous une pression financière extrême. L'idée qu'ils puissent recevoir des peines réduites pour leurs crimes me remplissait de rage. Ils avaient tué Richard. Ils avaient essayé de nous tuer. Ils nous avaient volés pendant des années. Et maintenant, ils voulaient en se présenter comme des victimes des circonstances. Que pouvons-nous faire pour qu'ils aient ce qu'ils méritent, ai-je demandé. Témoigner, a répondu Albert simplement. Votre témoignage, combiné à toutes les preuves, sera crucial pour que le jury comprenne la vraie nature de ces crimes. Mais je vous préviens, ce sera émotionnellement dévastateur de faire face à votre fils au tribunal. Il avait raison. L'idée de regarder Damian dans les yeux pendant le procès, d'écouter ses avocats tenter de justifier l'injustifiable, de revivre publiquement chaque instant de ce cauchemar, était écrasante. Mais c'était ce que je devais faire pour Richard, pour nous, et pour mes petits-enfants qui méritent de connaître la vérité sur leurs parents. 3 semaines après l'arrestation, Henri et moi avons enfin pu rentrer à la maison. Nos blessures avaient suffisamment guéri pour que nous puissions bouger, même s'il avait encore besoin de béquilles et que j'avais le bras en écharpe. La maison avait une atmosphère étrange, comme le décor d'une pièce après le départ de tous les acteurs. Tout était exactement comme nous l'avions laissé le jour de notre sortie familiale. La vaisselle du petit déjeuner était encore dans l'évier. Le lit n'était pas fait. Les fleurs que Damian m'avait apportées cette semaine-là étaient encore sur la table de la cuisine, maintenant fanées et mortes. C'était comme si le temps s'était arrêté au moment où notre vie normale avait pris fin pour toujours. Tu crois qu'on sera un jour heureux à nouveau? Ai-je demandé à Henri ce premier soir, allongé dans notre lit familier. Il m'a serré contre lui avec son bras valide et a poussé un profond soupir. Je ne sais pas, Hilda, a-t-il dit, mais nous sommes vivants. Nous avons la vérité de notre côté, et pour la première fois en 25 ans, nous n'avons plus à vivre avec des secrets. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Le jour où j'ai dû témoigner, j'ai regardé Damian droit dans les yeux pour la première fois depuis l'arrestation. Je n'y ai vu aucun remords, aucune douleur. Je n'ai pas vu le fils que j'avais élevé. J'ai vu un étranger froid et calculateur qui s'était déguisé en mon fils pendant des décennies. Quand j'ai terminé mon témoignage, après avoir raconté chaque détail horrible de notre expérience, je me suis adressée directement à lui depuis la barre des témoins. Damian, je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es plus mon fils. Mon fils est mort la nuit où tu as tué Richard, et ce qui a vécu à sa place pendant 25 ans est un monstre que j'ai involontairement contribué à élever. Le jury a délibéré pendant 3 jours avant de déclarer Damian coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Richard et de tentative de meurtre au premier degré pour ce qu'il nous a fait. Mélissa a reçu la même condamnation comme complice. Tous deux ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, 1 an plus tard, Henri et moi avons entamé la procédure pour adopter officiellement nos petits-enfants. Ce sont des enfants magnifiques et innocents qui méritent une chance de grandir en connaissant ce qu'est le véritable amour, pas l'amour manipulateur et toxique qu'ils ont reçu de leurs parents biologiques. Chaque soir, quand je les borde, je leur parle de leur oncle Richard, le frère qu'ils n'ont jamais connu. Je leur parle de sa bonté et de son honnêteté.